Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bienvenue Alex. Merci pour l'invitation, Nima. Bonjour à toutes et à tous. En ce moment, Alex, on est au Moyen-Orient dans une situation où personne ne sait vraiment ce qui se passe. Il semble que les deux camps soient en train de négocier le cadre d'un accord ou d'un certain type d'entente. Hier, Axios a publié un article disant que Donald Trump avait parlé à Benjamin Netanyahou mardi. Le résultat de cet appel n'a pas été très positif pour Netanyahou, parce qu'il veut poursuivre la guerre au Moyen-Orient. Après tout, la seule raison pour laquelle il peut rester au pouvoir en Israël, c'est la continuation de la guerre. Et on sait que si quelque chose se passe, s'il y a un accord ou une entente entre l'Iran et les États-Unis, il faudra mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Au moins instaurer, disons, un cessez-le-feu. On sait qu'il n'y a pas de cessez-le-feu entre Israël et le Liban en ce moment, mais ils essaient de faire le maximum par la voie des négociations. Et de l'autre côté, selon l'évaluation iranienne, la guerre approche. Les renseignements, tout ce qu'ils observent, montrent que le mouvement couvre tout. Ils disent que la guerre arrive parce que les États-Unis et Israël s'y préparent. Et en même temps, je pense que quand on regarde les chiffres, ceux qui comptent vraiment, les États-Unis ne les ont pas. Et si une nouvelle phase de guerre commence, combien de temps pourront-ils la poursuivre? Ça va durer une semaine, non, plus que ça, une dizaine de jours. Et quel serait le résultat de tout ça pour les États-Unis, pour ce que Donald Trump essaie d'obtenir du Moyen-Orient? D'après ce que je comprends, il ne cherche pas à obtenir, enfin, il est allé en Chine, il a vu ce qui s'y passe. Il a vu une superpuissance venir à sa rencontre et l'accueillir. Ce n'était pas juste. Je dirais même que ce n'est pas comparable à ce qu'était la Chine avant le début de la guerre en Ukraine. Voilà la nouvelle réalité à laquelle les États-Unis sont confrontés. Quelle est votre lecture de la situation? Et comment voyez-vous l'évolution du Moyen-Orient au fil du temps? Je pense que Trump cherche peut-être une porte de sortie. Et à mon avis, il a lui-même préparé cette sortie, en parlant pendant des jours, presque tous les jours, plusieurs fois par jour, en répétant qu'il est hors de question que l'Iran ait la bombe nucléaire, en faisant semblant que c'est ça le vrai problème. Mais ça n'a jamais été le problème. Parce que, depuis 2007, l'ensemble de la communauté du renseignement américain est arrivé à une évaluation unanime et très sûre d'elle. Les Iraniens ont arrêté de travailler sur une bombe nucléaire en 2003 et ils n'ont jamais repris. Cette évaluation a été confirmée plusieurs fois et encore en 2025 par son propre directeur du renseignement national, Nima Al-Khorshid. Donc non, on n'invente pas une nouvelle situation en disant « Ah, l'Iran cherche à se doter de la bombe ». On ne peut pas inventer ses propres faits. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Et pour moi, il fait deux choses. Il fait semblant que tout tourne autour de la bombe nucléaire. Et il fait semblant de croire que si ses alliés, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis, trouvent un accord acceptable avec l'Iran, alors ça lui suffit aussi. Il pourrait déclarer victoire et dire très bien, notre aide dans la région n'est plus nécessaire. Mais comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez dit, ça ne marche pas pour Benjamin Netanyahou. Ça ne marche pas pour Israël parce que les Israéliens tiennent absolument à poursuivre la guerre. Non seulement parce que la survie politique de Benjamin Netanyahou en dépend, mais aussi parce qu'ils estiment qu'ils doivent éliminer l'Iran. Et pour eux, c'est maintenant ou jamais. Ils ont le sentiment que ce moment précis est une occasion unique dans le temps, où ils exercent une certaine influence à la Maison-Blanche, une domination des intérêts israéliens, des intérêts sionistes aux États-Unis.
et qui doivent aller jusqu'au bout maintenant. Je pense que Trump est partagé entre ses propres intérêts politiques et ceux d'Israël. Et je crois qu'il y a un risque que Trump essaie de se dégager de la situation, mais que les Israéliens, eux, relancent la guerre. À mon avis, Trump voudrait probablement mettre fin au conflit d'ici novembre, parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les élections de mi-mandat, non? Et peut-être qu'en novembre, il se dira « Bon, d'accord, on y retourne, on repart en guerre ». Peut-être qu'il essaye de conclure un accord avec les Israéliens pour dire « Mettons tout en pause jusqu'à novembre ». Une fois les élections passées, on pourra reprendre les affaires avec l'Iran. Mais je ne pense pas qu'Israël, ni Netanyahou, aient ce genre de temps devant eux. Et je pense que le danger, c'est que si Israël déclenche la guerre, on aura l'impression qu'ils vont entraîner les États-Unis avec eux. Parce que Trump ne pourra pas rester en retrait et dire « Débrouillez-vous, je ne fais plus ça ». Vous savez, la pression sur lui serait irrésistible et il serait obligé de repartir en guerre contre l'Iran. Cela dit, il n'y a rien à gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Même s'ils décidaient d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, je ne crois pas que ce soit certain qu'ils puissent l'emporter. Et je pense qu'il y a des signes montrant que les Israéliens envisagent cette option nucléaire. Et je pense que, à cause de cette grosse explosion qu'on a vue il y a quelques jours près de Jérusalem, apparemment dans un centre d'essai de propulseurs à combustible solide, eh bien, s'ils faisaient des tests là-bas, peut-être qu'ils se préparent à lancer de gros missiles contre l'Iran. Mais ensuite, les choses deviennent encore plus compliquées. Les Chinois ont prévenu les Israéliens. Si vous relancez la guerre, nous interviendrons contre vous. Ils n'ont pas précisé quoi ni comment, mais quelque chose. Les Pakistanais, eux, ont dit « Si vous utilisez des missiles nucléaires contre l'Iran, nous en utiliserons un contre vous ». On pourrait penser qu'avec des gens rationnels, ça mettrait fin à cette marche vers la guerre. Mais là, on n'a pas affaire à des gens rationnels. En Israël, ils sont devenus complètement fous. C'est comme si tout le pays avait sombré dans la psychose, dirigé par des dirigeants eux-mêmes psychotiques et fanatiques. Donc, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on peut dire une chose. Ni Israël, ni les États-Unis, ni même les deux ensemble ne peuvent vaincre l'Iran. Et je crois que la direction iranienne a pris en compte l'éventualité nucléaire. C'est pour ça que tous les actifs importants, toutes les installations stratégiques sont profondément enterrées. Elles résisteront probablement à une frappe nucléaire. Et c'est aussi pour cette raison, selon moi, que le commandement et le contrôle iranien ont été décentralisés en 31 unités distinctes. Je pense que même si vous rasez Téhéran, ils continueraient à se battre. Ce serait un peu comme avec les talibans en Afghanistan. Vous avez pris Kaboul, vous avez installé un gouvernement à Kaboul, mais vous avez quand même perdu la guerre, parce que les talibans ont poursuivi leur guerre de résistance. Et on ne peut pas prévoir comment un tel événement pourrait galvaniser d'autres pays, d'autres peuples de la région, du voisinage. Cela les pousserait sans aucun doute à se mobiliser tous contre Israël. Et les États-Unis ne pourraient rien faire pour les protéger. Donc je pense qu'Israël finirait probablement par être emporté, balayé vers la mer. La question de l'usage de l'arme nucléaire et de ce que feraient les Israéliens s'ils tentaient de l'utiliser a été posée à l'un des commandants iraniens. Il a répondu qu'il ne voyait pas tant d'inquiétude que ça en Iran à propos d'Israël et d'une éventuelle utilisation de l'arme nucléaire contre eux. Et il a ajouté ceci: « Nous avons des armes, nous avons des moyens,
qui ferait paraître les armes nucléaires d'Israël comme de simples feux d'artifice à nos yeux. Nous allons faire quelque chose à Israël qui pourrait mettre fin à Israël. Et je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il a dit qu'ils avaient tout, qu'ils savaient, qu'ils pouvaient y aller, qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout, jusqu'à l'escalade finale. Et c'est ça, l'état d'esprit du côté iranien. Ils ne se sentent pas menacés. Ils ne paniquent pas à l'idée qu'Israël puisse utiliser une arme nucléaire, ou même 10 armes nucléaires. Et selon Donald Trump, ce serait alors la reddition de l'Iran, la fin de la civilisation. Je pense que l'administration Trump ou la communauté du renseignement comprennent très bien ça. Ils savent qu'à la guerre, l'Iran n'a pas utilisé, Alex, l'Iran n'a pas utilisé. Ils ont utilisé moins de 5% de leur arsenal pendant le conflit. Moins de 5%. Oui, et puis, Sergei Shoigu, l'ancien ministre russe de la Défense, a dit que les Iraniens possédaient des armes qu'on n'a encore jamais vues, bien plus puissantes que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je pense que c'est probablement vrai. Ensuite, concernant les armes nucléaires, on a des précédents. Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés. Hiroshima est toujours là, Nagasaki est toujours là, le Japon est toujours là, les Japonais sont toujours là. Donc oui, on peut infliger des destructions terribles et une perte de vie humaine immense, mais l'Iran c'est un pays gigantesque avec 92 millions d'habitants. Iran is a massively enormous country with 92 million people. On pourrait peut-être détruire une ville, ou même plusieurs. On pourrait peut-être tuer quelques millions de personnes, mais on ne peut pas mettre fin à la civilisation. Donc, je ne suis pas surpris que les gens du corps des gardiens de la révolution islamique ne paniquent pas. Je veux dire, ils comprennent sûrement très bien ce qui pourrait arriver. Mais ils savent aussi que la plupart des gens survivraient et que la partie la plus puissante de l'arsenal iranien survivrait très probablement, parce que c'est quelque chose pour lequel ils se sont préparés. Et donc ce serait clairement un acte suicidaire de la part d'Israël. Ils lanceraient leur arme la plus puissante et très vite, il n'y aurait plus d'Israël. Ce serait fini. Et ensuite, c'est pas seulement ce que les Iraniens tireraient sur Israël, c'est que très probablement, le gouvernement jordanien s'effondrerait. L'armée égyptienne, elle, commencerait sans doute à entrer physiquement en Israël. Le Hezbollah, pareil, se mettrait sans doute en marche vers Israël. On ne sait pas ce qu'il adviendrait du gouvernement d'Assad à Damas, mais il tomberait très probablement, et vite. Et puis le reste de l'armée arabe syrienne, celle qui est encore présente en Irak aujourd'hui, mènerait sans doute aussi la charge pour revenir. Ce serait vraiment une sorte d'assaut apocalyptique contre Israël, auquel il ne pourrait pas survivre. Alex, comment tu compares les deux sommets, l'un entre Donald Trump et Xi et l'autre entre Poutine et Xi? Il semble que la principale préoccupation de Donald Trump, c'était le détroit d'Ormuz. Il en parlait, il le mentionnait pendant le sommet. Mais la grande inquiétude de la Chine, c'est Taïwan. Ils veulent mettre fin à cette sorte d'ambiguïté des États-Unis sur la question de Taïwan. Ils ne veulent pas de ce genre de problème. Pour eux, Taïwan fait partie de la Chine. Et personne ne peut changer cette réalité, d'ailleurs. Les États-Unis l'acceptent officiellement. Mais quand on entre dans les détails, mais officieusement, ils ont toujours des troupes là-bas. Ils continuent à leur vendre des armes. Et tout ce dispositif est mis en marche dans la perspective d'une future guerre contre la Chine. Les commandants militaires américains sur le terrain parlent déjà en ces termes. Ce n'est pas une question de peut-être du genre. Si la Chine ne réforme pas son système démocratique, peut-être qu'on devra
si elle essaie de prendre, peut-être qu'on devra intervenir. Non, ils se préparent à la guerre. Et ils vont même jusqu'à comparer la situation à Taïwan avec celle de l'Ukraine. Ils disent, en gros, on prépare le théâtre des opérations de la même manière que ce qu'on a fait en Ukraine. Je ne suis pas sûr que tout ça ait vraiment grand-chose à voir avec Trump. Vous savez, c'est une continuité de politique qui remonte à Biden, à Obama, à Bush et ainsi de suite. C'est l'impératif de l'Empire. Dominer le continent eurasiatique et éliminer tous les rivaux, c'est-à-dire l'Iran, la Russie, la Chine et tous ceux qui pourraient devenir un peu trop ambitieux à leurs yeux. Les deux sommets montrent très clairement qu'on parle là d'une autre catégorie de dirigeants politiques. Trump est venu avec un groupe de milliardaires. Il est arrivé, selon certains analystes qui citaient des contacts dans les cercles diplomatiques chinois et au sein du gouvernement chinois, la délégation de Trump est venue sans préparation. Trump's delegation came unprepared. So they didn't come with a long-term agenda. Donc, ils ne sont pas venus avec un programme à long terme pour discuter de certains sujets. C'était plutôt une mission pour créer du lien, pour dire « Soyons amis, aidez-nous avec le détroit d'Ormuz, et peut-être qu'on vous aidera sur d'autres choses. Achetez nos avions, notre soja, notre bœuf, ouvrez vos marchés à nos entreprises technologiques. » Bref, une approche très transactionnelle. Alors que vous voyez la délégation de Vladimir Poutine, elle, est arrivée avec une armée de négociateurs, d'analystes, de stratèges, de techniciens, d'administrateurs, avec des documents, des traités, des contrats déjà finalisés et signés. Mais ces documents, eux, avaient été préparés et négociés pendant des mois, voire des années, avant cette visite. Ils sont donc arrivés avec un tout autre niveau de préparation, en pensant à un développement sur le très long terme, qui incluait des questions stratégiques, l'énergie, les infrastructures, une nouvelle architecture de sécurité, et ainsi de suite. Trump, lui, c'était plutôt « aidez-nous à sécuriser le détroit d'Ormuz et acheter nos produits ». En gros, une mission commerciale. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Mais je pense que les Russes, comme les Chinois, continuent de cultiver leurs relations avec l'administration Trump pour, comme l'a dit Sergei Karaganov, aider les États-Unis à passer du statut d'hégémon mondial à celui de puissance mondiale normale. Et je crois qu'avec l'administration Trump, ils ont encore cette possibilité. Si c'était une administration du même type que celle de Biden, ils ne discuteraient même pas. Voici ce qu'a déclaré Xi lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le monde d'aujourd'hui est loin d'être paisible. Le unilatéralisme et l'hégémonisme représentent des dangers profonds. Nous risquons de revenir à la loi de la jungle. Ma proposition de construire une communauté de destin pour l'humanité, ainsi que les 4 initiatives mondiales, ont reçu un large soutien de la communauté internationale, y compris de la Russie. Il parle de la jungle. Je me souviens de Joseph Borrell. Mais la loi de la jungle, ça vient d'une logique d'hégémonie, d'un état d'esprit hégémonique. Et à mon avis, cette époque est révolue. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, ce sont des signes très forts de ce qui est en train de changer. Et dans ce nouveau monde, Alex, comment vois-tu Donald Trump ou les États-Unis, en tant que pays, se redéfinir? Parce qu'ils doivent se redéfinir. Il n'y a pas d'autre issue. Ou alors, comme on le voit, on est aujourd'hui dans une forme de conflit actif au Moyen-Orient. Et Donald Trump, lui, parle de Cuba. Je pense que d'ici 5 jours, ou peut-être une semaine, il va se passer quelque chose d'important à Cuba. Je ne sais pas vraiment quelles en seront les conséquences pour les États-Unis. Et je ne crois pas que les Cubains soient comme les Vénézuéliens.
ni qu'ils aient une sorte de cinquième colonne au Venezuela avec qui ils pourraient s'associer ou collaborer. Je ne vois pas ça se produire comme ça s'est passé au Venezuela. Ce sera différent, parce que Cuba est différente. Les gens sont différents. La culture aussi est différente, d'une certaine manière. Et Donald Trump, au lieu de comprendre la réalité, essaye, à mon avis, d'en faire plus dans l'hémisphère occidental, pour en tirer un avantage, pour avoir une sorte de propagande aux États-Unis. Yes, Nima, I agree with you, but I think that Oui, Nima, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop se concentrer sur Trump et son administration, parce que ses plans et ses agendas existent depuis des décennies. Ils précèdent Trump, et ils pourraient bien continuer après lui. Et Trump lui-même, à plusieurs reprises, parlait de mettre fin à ce système. Il disait vouloir adopter un ordre mondial multipolaire. Et puis, tu sais, le 28 février, il a complètement changé de cap. Et il s'est lancé apparemment dans une sorte de déchaînement néocolonial, pro-empire. Et ce n'est pas seulement à propos de l'Iran, même si l'Iran a un peu éclipsé tout le reste. J'ai l'impression que l'empire, et là je ne parle pas seulement de Trump, ni même uniquement des États-Unis, je parle des intérêts bien établis qui définissent ce qu'on appelle l'empire occidental. about the vested interests that define the Western Empire. So it's not just the United States, it's the occult banking oligarchy. Ce n'est donc pas seulement les États-Unis. C'est l'oligarchie bancaire occulte, celle de la City de Londres et de Wall Street, qui est aujourd'hui paniquée parce qu'elle perd sur tous les fronts et qu'elle est partie en vrille. Trump a pris le contrôle du Venezuela, pour le moment du moins. Ce n'est pas certain. Il veut prendre le contrôle de Cuba. Il veut prendre le contrôle du Canada. Il veut prendre le contrôle du Groenland. Mais les batailles qu'on ne voit pas, ce sont aussi celles pour le contrôle politique de la Bolivie, de l'Équateur, du Pérou, de la Somalie et du Soudan. L'Africom bombarde la Somalie pratiquement tous les jours depuis le début de l'année. Personne n'en parle. Et puis on voit que la France a mobilisé des dizaines de milliers de combattants djihadistes pour tenter de reprendre le contrôle du Sahel et de ses anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest. On voit aussi que les Britanniques, depuis 10 ans maintenant, essaient de rétablir une relation coloniale avec leurs anciennes colonies, de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud, et qu'ils y parviennent en partie. South Africa with some success. And they also had a plan explicitly. Et ils avaient aussi un plan explicite pour recoloniser la région à l'est de Suez, donc l'Asie occidentale. Trump fait partie de tout ça, mais il n'est pas au sommet de la pyramide. Comme je l'ai déjà expliqué, je pense que la raison pour laquelle ils font ça, au fond, c'est une question de garantie. Ils veulent contrôler les ressources de toutes ces régions riches en matières premières. Parce que ces garanties donnent ensuite un énorme élan de crédit aux grandes banques occidentales, les banques de la City de Londres, de Wall Street, de Paris, et ainsi de suite. Et s'ils ont besoin de ça, c'est parce que leurs propres systèmes financiers sont en train de s'effondrer. And the reason why they need this is because their own financial systems are imploding. And so the mystery of why Et donc, Trump pivoted, le mystère reste entier. talking Pourquoi Trump est-il passé d'un discours disant que l'ordre mondial d'après la Seconde Guerre mondiale est obsolète, qu'il faut accepter un monde multipolaire, à une position du type « boum », on attaque et on change le régime en Iran, qui est l'un des plus gros trophées de toute cette frénésie néocoloniale. C'est vraiment étrange et difficile à expliquer. Et je sais que certains diront « oui, mais c'est parce que tu ne comprends rien ». Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien, vous savez. Par exemple, Tucker Carlson, qui a eu de nombreux échanges directs avec Trump, a parlé de tout ça avec lui, et il était convaincu qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Tucker Carlson lui-même a été choqué par l'attaque du 28 février. Donc, quelque chose s'est passé. Ça, c'est évident. Mais ce qui s'est passé, ça, on ne le sait pas. En tout cas, il semble qu'à ce stade, les États-Unis soient de retour dans le camp impérialiste, en train de poursuivre leur propre formule néocoloniale. pursuing its own neo-colonial formula, but at the same time,
Mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il y a un conflit avec les anciens colonisateurs. D'accord, peut-être qu'il est de mèche avec Israël, mais il est aussi engagé dans ce combat, qui devient très concret. Et encore une fois, tout ça est éclipsé par l'Iran, le Moyen-Orient et tout le reste. Il y a un affrontement bien réel autour de Donald Trump, de Mark Carney, de la couronne britannique. Il y a quelques jours, Mark Carney a organisé une réunion secrète au Canada et Barack Obama y était. Pratiquement tout l'establishment du Parti démocrate américain, les figures de premier plan, John Podesta, Neera Tanden, tous ces proches des Clinton et d'Obama étaient au Canada en train de manigancer avec Trump, avec Mark Carney et d'autres représentants de l'ancien empire britannique. Donc oui, c'est un vrai combat. Et il semble que le conflit soit tellement complexe qu'il est très très difficile de comprendre exactement ce qui se passe. Comment interprétez-vous ce qui est arrivé à Thomas Massie aux États-Unis? Parce qu'on sait, c'est une première. On voit bien que le soutien à Israël diminue, qu'il recule aux États-Unis. Il est aujourd'hui à moins de 30%, quelque chose comme ça. Ce qui montre un changement énorme dans l'opinion publique américaine. D'un autre côté, ils essayent d'acheter, ou plutôt de soutenir, leurs candidats pro-israéliens. Avant, ils mettaient 1 ou 2 millions de dollars dans ce genre d'élections aux États-Unis. Et maintenant, ils doivent dépenser plus de 30 millions de dollars, rien que pour une primaire dans le Kentucky, pour s'opposer à Thomas Massie, pour placer leur candidat. Et non seulement ça, ils ont dû faire venir le président des États-Unis, tous les responsables, le chef du Pentagone, tout le monde soutenait le type qui était le rival de Thomas Massie. Et pour moi, ça montre à quel point la situation devient difficile pour Israël aux États-Unis. Pour l'instant, ils ont encore du poids, parce qu'ils peuvent acheter, ils peuvent influencer le Congrès, mais je ne pense pas que ce sera encore le cas dans 10 ans. Où en seront-ils dans 10 ans, ou même plus? C'est bien là le vrai problème. Dans les livres d'histoire, c'est là qu'ils seront dans 10 ans. Oui, je pense vraiment qu'ils seront dans les livres d'histoire. Mais, blague à part, Nima, la question de la primaire de Thomas Massie dans le Kentucky, il y a 2 jours, c'est une question très, très importante. Et elle est directement liée à tout le reste de ce qui se passe en ce moment. Pour moi, c'est un test décisif de la situation actuelle. Vous savez, j'ai passé pratiquement toute ma carrière à étudier et à analyser les tendances. En général, on se concentre sur les tendances des marchés. Mais les tendances des marchés ne sont en réalité qu'une expression des tendances sociales dans leur ensemble. Ce qui s'est passé dans le Kentucky est extrêmement improbable, parce que depuis 6 mois, le soutien à Thomas Massie oscillait entre 65 et 80%. Has fluctuated between 65 and 80%. Whereas support for Ed Galbraith has fluctuated between... Le soutien à Ed Galbraith a toujours oscillé entre 20 et 35%. D'accord? Et cette relation est restée très, très stable. Puis juste quelques jours avant les élections, les 2 courbes s'inversent brutalement. Et là, du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, Ed Galbraith passe devant et Thomas Massie se retrouve derrière. Je peux vous dire avec une certitude absolue que ça n'arrive jamais. C'est impossible. Les gens peuvent changer d'avis, bien sûr, mais ils le font à leur rythme, un par un. Normalement, ce qu'on verrait, c'est une tendance, une évolution progressive. Le soutien à Thomas Massie qui baisse petit à petit, pour une raison ou une autre, et celui à Ed Galbraith qui monte progressivement. Et puis, peut-être que ces 2 courbes pourraient s'inverser, mais pas du jour au lendemain. Vraiment pas du jour au lendemain. Ce qui laisse penser qu'il y a une forme d'ingénierie ou de manipulation électorale en cours. Et il y a toutes sortes d'anomalies qui laissent penser que l'élection a été truquée. Le soutien de Trump à Galbraith, l'appui,
et l'approbation du secrétaire aux crimes de guerre pour Galbraith. Tout ça, ça peut très bien avoir été fait juste pour pouvoir dire « voilà pourquoi il a gagné ». Vous voyez, c'est pour ça qu'il a gagné. Pas parce qu'on a truqué l'élection, mais à cause de tout l'argent et de tout le soutien qu'il a reçu. Et donc, au final, ça a peut-être poussé, je ne sais pas, la génération des baby boomers à se dire « bon, d'accord, Thomas Massie est plutôt bon, mais peut-être que ce type inconnu dont on n'a jamais entendu parler sera encore meilleur. » C'est fait pour le justifier. D'accord, mais voilà pourquoi je trouve ça vraiment fascinant. Parce que depuis le 28 février, Nima, je me demande ce qui s'est passé, ce qui a bien pu se passer. Pourquoi Trump est allé faire exactement ce qu'il avait promis de ne pas faire? Ce qu'il avait lui-même critiqué à de nombreuses reprises, non? Ce que tout le monde autour de lui disait être une idée stupide. Ce qu'il savait lui-même être une idée stupide. Et ainsi de suite. Alors je me suis dit, bon, il y a plusieurs possibilités. Soit Donald Trump a été pendant toutes ces années un sioniste fanatique caché, mais qu'il a réussi à dissimuler à tout le monde, y compris à des gens très proches de lui. Je pense que c'est probablement peu probable. Ensuite, tu sais, le thème qui circule un peu partout, c'est qu'il serait compromis à cause des dossiers Epstein. C'est possible, mais je pense que c'est aussi peu probable, parce que si c'était vraiment le cas, d'abord le Parti démocrate s'en serait servi contre lui pour le faire tomber. Ils ont passé 8 ans à essayer de le faire tomber, et au final, ils n'ont rien trouvé en gros. Alors certains diront, oui, mais ils ne voulaient pas ouvrir ce dossier-là, parce que ça les aurait aussi mis en difficulté. Eh bien non, pas vraiment. Parce que s'ils avaient le contrôle de la Chambre des représentants, du Sénat et de la Maison-Blanche, ils auraient simplement pu utiliser le dossier Trump et garder tout le reste classifié. D'accord. Alors, la deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit le cas, c'est que si Trump était vraiment sérieusement compromis avec les dossiers Epstein, il ne se battrait pas contre lui. Au contraire, il lui déroulerait le tapis rouge pour avoir à la Maison-Blanche un président très compromis qui pourrait manipuler et faire chanter avec ses dossiers. Donc je pense que c'est possible, mais pas très probable. La troisième possibilité, c'est qu'il les menaçait directement, en lui disant « tu feras ce qu'on te dit, sinon on commencera à tuer les membres de ta famille ou on va t'assassiner ». C'est possible aussi, mais je pense que c'est peu probable, parce que son gendre, c'est Jared Kushner. Et je pense que Jared Kushner fait justement partie de ces cercles qui poussent à la guerre contre l'Iran. Donc ça n'aurait pas de sens qu'ils se disent « bon, on va commencer à tuer les membres de notre propre famille ». Je ne sais pas, je trouve ça peu probable. Et puis la quatrième possibilité, c'est qu'il y ait eu une sorte d'accord. Un accord du genre « très bien, allez tuer l'Iran pour nous, et il y a une chance que vous en sortiez vainqueur, en grand champion. Vous obtiendrez alors un énorme levier sur la Chine et la Russie en contrôlant le gouvernement à Téhéran. Et si vous faites ça, on s'assurera que vous dominiez les élections de mi-mandat en novembre. On peut contrôler les élections, on peut faire en sorte que vos candidats gagnent. Je pense que la défaite de Thomas Massie et la victoire d'Ed Gellerin dans le 4e district du Kentucky montrent bien qu'ils peuvent contrôler les élections. On voit clairement qui était contre Thomas Massie. Les milliardaires sionistes, John Paulson, Paul Singer, Miriam Adelson, l'AIPAC, et tout un groupe de personnes du même camp pro-sioniste. Ils ont réussi à battre un candidat extrêmement populaire en lui opposant de l'argent, du soutien politique et une manipulation du scrutin. Parce que, encore une fois, un renversement aussi brutal d'un jour à l'autre, ça n'arrive pas. Pour moi, ça devrait pouvoir être considéré devant un tribunal
comme une preuve évidente de fraude électorale. Prima facie evidence of election rigging. If that's the case, that might be an indicator Si c'est le cas, ça pourrait bien indiquer qu'un accord de ce genre a été conclu. Du style, vous faites le sale boulot contre l'Iran et nous, on s'occupe du sale boulot pour vous en truquant les élections en votre faveur. Et puis, vous savez, j'en ai parlé hier avec mon ami Tom Longo, qui suit de beaucoup plus près la politique américaine. On n'est pas d'accord sur ce sujet, mais il m'a dit que tous les candidats soutenus par Donald Trump avaient gagné. Alors je lui ai demandé, combien ça fait, exactement? Combien de candidats on parle? Il m'a répondu, 37. Donc le résultat, c'est 37-0 en faveur de Trump, ses candidats et les personnes qu'il a soutenues. C'est donc un autre élément qui va dans le sens de l'idée qu'un accord douteux a été passé. Vous éliminez l'Iran pour nous, et nous, on vous offre les élections de mi-mandat. We get you the midterm elections. Yeah. Alex, Alex, le projet Force de Sibérie, celui entre la Russie et la Chine. Le pétrole, le gaz, l'énergie qui devait aller vers l'Europe partent maintenant en Chine. Et de nouveaux projets voient le jour entre les deux pays. Leurs relations, je dirais, deviennent de plus en plus profondes et stratégiques. Ils ont aussi, à mon avis, la main sur le Moyen-Orient avec l'Iran. Oui, ils ont le Moyen-Orient. Et tous ensemble. Donald Trump, il faut le reconnaître, cherchait à dominer le marché de l'énergie. C'était l'un de ses principaux objectifs. Mais ça ne s'est pas bien passé pour lui. Aujourd'hui, la Russie, l'Iran et la Chine, je pense que leur coalition domine le marché de l'énergie. L'Iran peut, je dirais, influencer le prix de l'énergie grâce au détroit d'Ormuz. Ils peuvent augmenter ou réduire le passage de ces pétroliers par le détroit d'Ormuz et ainsi contrôler le prix du pétrole sur le marché. À long terme, je dirais qu'on va voir ce genre de choses, parce que c'était censé être le rôle de l'OPEP+ et de l'OPEP. Mais en ce moment, les Émirats arabes unis sont sortis de l'OPEP, donc ils font ce qu'ils veulent. En revanche, l'Iran garde la main sur cette région. C'est lui qui peut décider qui va vendre et en quelle quantité. Le trafic de ces pétroliers va d'une manière ou d'une autre être géré par les Iraniens. Aujourd'hui, on a appris, d'après la PGSA, l'autorité du détroit du Golfe Persique, que 30 navires ont contacté l'organisation, qu'ils ont payé, signé les documents et qu'ils peuvent donc traverser le détroit d'Ormuz. C'est la nouvelle réalité pour les États-Unis. Et regardez les États arabes, les pays du Golfe, qui sont d'une importance particulière pour les États-Unis quand il s'agit de contrôler le marché de l'énergie. En ce moment, ils dépendent énormément de l'Iran et ils doivent trouver une forme d'entente régionale. C'est pour ça que je dirais qu'ils sont aujourd'hui plus dépendants de l'Iran que d'Israël, alors qu'ils étaient censés être du côté d'Israël, plus proches d'Israël. Aujourd'hui, la réalité est totalement différente de ce qu'elle était avant le 7 octobre. Rappelez-vous simplement ce que le Hamas a fait jusqu'à présent. Beaucoup essayent de minimiser ce que le Hamas a fait à cause des victimes, à cause du génocide. Mais là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. En mettant ça de côté, comment voyez-vous le tableau d'ensemble, la situation qui se dessine? Eh bien, je pense que, dans l'ensemble, le centre de gravité économique mondial est en train de se déplacer vers l'Est. On s'éloigne d'une domination eurocentrée pour aller vers une architecture multipolaire, avec comme principal centre de gravité l'Asie de l'Est et plus particulièrement la Chine. C'est très clair aujourd'hui. Donc pour la Russie, il est tout à fait logique de réorienter ses oléoducs et ses gazoducs vers la Chine. Et c'est logique aussi, parce que l'énergie qui partait vers l'Europe va désormais être absorbée, en grande partie, par le complexe militaro-industriel européen, encore en formation. Les Européens se préparent sérieusement à une guerre contre la Russie d'ici 2030.
Ils construisent de nouvelles alliances, ils développent leur marine et ils investissent massivement dans le complexe militaro-industriel. N'engapasé dans la mise au point de drones et de missiles à longue portée. Et ils essaient de recruter des hommes pour le service militaire. Ils préparent la conscription, le retour du service obligatoire. Alors, la Russie, pourquoi la Russie vendrait-elle son gaz et son pétrole à un pays qui les utilise pour faire la guerre contre elle? Surtout qu'elle entretient d'excellentes relations avec la Chine, l'Inde, l'Iran, et qu'elle a tellement plus à y gagner en développant avec eux des liens économiques, sociaux, culturels, à tous les niveaux. Donc oui, c'est une énorme perte pour l'Occident, mais sans doute une perte bien méritée. Et puis, l'Iran a un rôle très important à jouer ici, parce qu'il s'est soudainement imposé, peut-être même plus puissamment que les Iraniens eux-mêmes ne l'avaient imaginé. Aujourd'hui, ils dominent la région, ils la dominent complètement, et ça leur donne la possibilité de traiter avec les puissances coloniales occidentales d'une manière bien plus forte que ce qu'on avait prévu. Concrètement, ils peuvent poser leurs conditions, ils peuvent faire la paix. Les Iraniens sont maintenant en position de conclure la paix avec l'Arabie saoudite, avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar et le Koweït. Et ils peuvent dire, très bien, on ouvre le détroit d'Ormuz, vous pouvez passer. On ne vous imposera même pas de péage, ou alors ils seront symboliques. Mais ça ne vaudra que pour les cargaisons payées en yuan chinois, en roubles russes, en roupies indiennes ou peu importe, pas en dollars américains. Parce que vous savez, pour porter un coup stratégique dévastateur au système impérialiste occidental, il faut tuer le pétrodollar. Il faut y mettre fin, parce que c'est le pétrodollar qui nourrit ce monstre colonial. Et maintenant, l'Iran est en position de vraiment enfoncer le dernier clou dans son cercueil. Et je pense que, même si l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis ne pourraient jamais défier l'Occident de cette manière, ils pourraient bien devoir le faire. Ils pourraient y être contraints. Et ce serait tout à fait raisonnable. Vous savez, ce serait vraiment une demande très raisonnable de la part des Iraniens. Parce qu'ils ne disent pas « vous devez nous verser un tribut ». Ils ne disent pas non plus « nous allons renverser vos gouvernements et installer nos marionnettes pour vous diriger ». Ils disent simplement « voilà notre ennemi. Si vous commercez avec leur monnaie, vous les alimentez. Nous avons besoin que vous utilisiez le yuan chinois. » Et en même temps, à long terme, c'est même plutôt séduisant pour ces royaumes du Golfe. Parce que tout le monde comprend maintenant que quel que soit le solde que vous avez en Chine ou dans les institutions financières occidentales, on peut vous le retirer en un instant. S'ils ont pu faire ça à la Russie, une superpuissance nucléaire, alors qu'est-ce que c'est que le Qatar? Qu'est-ce que c'est que les Émirats arabes unis? Ils peuvent être écrasés très facilement. Et il y a énormément d'argent que l'oligarchie occidentale peut voler à la Russie de cette manière, sous n'importe quel prétexte. Donc ça va arriver de toute façon. Je pense que ce sera un coup très très dur pour les puissances occidentales, y compris les États-Unis. Mais, en même temps, cela va d'une manière très forte renforcer l'initiative des nouvelles routes de la soie, le monde multipolaire, l'initiative des BRICS et tout ce qui va avec. Donc au final, pour le reste de l'humanité, je pense que c'est quelque chose de très très positif. Alex, est-ce que tu vois la situation en Ukraine évoluer vers une forme d'escalade? La Lettonie demande aux États-Unis de déployer des armes nucléaires sur son territoire. Ils veulent permettre à l'Ukraine d'utiliser leur sol pour attaquer la Russie. Est-ce qu'on va assister à un moment à la Oreshnik dans un de ces petits pays, un de ces petits États?
little states? I would expect not, Nima. And I know that there are many Je ne pense people in pas, Russia who are so Nima. exasperated Et je by the sais situation qu'il y a beaucoup de gens en Russie qui sont tellement exaspérés par cette situation qu'ils aimeraient, tu vois, leur donner une leçon, faire exploser certaines de leurs usines de fabrication de drones ou leurs centres de décision, histoire de leur faire comprendre. Mais tu sais, en général, la façon dont les dirigeants d'Europe occidentale essayent d'orchestrer une guerre contre la Russie, c'est en répétant que la Russie représente une menace, ce que franchement personne ne croit vraiment. Mais une attaque de ce genre donnerait un carburant énorme à la frénésie médiatique, à la peur et à la psychose collective. media frenzy for fomenting fear and psychosis. So this is just the beginning. Look, we told you Russia is a threat. Alors, ce n'est que le début. So that would Écoutez, help their, on vous l'avait dit. La Russie représente une menace. Et tout ça, ça les aide dans leur campagne de recrutement. Ça les aide à faire passer des lois sur la conscription militaire, à injecter encore des milliards d'euros dans le complexe militaro-industriel et à se préparer à une vraie guerre. Je pense que Vladimir Poutine en est parfaitement conscient. Il voit bien que les dirigeants politiques européens perdent très vite en popularité. Ils n'ont plus aucun soutien public. Donc pour eux, ce serait un cadeau inespéré. Et je crois que c'est pour cette raison qu'ils encouragent la Lettonie et l'Estonie à se livrer à ces actes de provocation. To engage in these acts of provocations, and I'm 100% certain that ultimately it's the Et je suis absolument certain, à 100%, qu'au fond, c'est la classe dirigeante britannique qui est derrière tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Britanniques ont aussi créé une nouvelle alliance contre la Russie, qu'ils appellent la Force expéditionnaire conjointe. Elle est essentiellement basée à Londres, mais elle regroupe les moyens de 10 pays d'Europe du Nord-Ouest et place leurs marines sous commandement britannique, de manière explicite et assumée, dans le but de provoquer la Russie. Ils affirment d'ailleurs qu'ils doivent être prêts à agir d'ici 2030. Et puis on a vu encore hier un incident. Un avion de la Royal Air Force volait à une trentaine de kilomètres de la frontière russe, à plus de 1600 kilomètres du territoire britannique, et il a été intercepté par un chasseur russe. And got intercepted by a Russian fighter jet, and the British came out hysterical how this was an Et les Britanniques ont réagi de façon hystérique, en disant que c'était un acte inacceptable, une provocation des Russes, les méchants Russes, vous voyez. Donc, c'est très clair qu'ils essayent de maintenir la guerre, de la garder en vie, d'entretenir la peur de la Russie dans l'esprit du public. Et je pense que Vladimir Poutine comprend que tout acte d'agression, tout geste hostile contre un pays européen, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, peu importe, mettrait de l'huile sur le feu. Et il sait qu'il ne faut pas le faire. Donc, à mon avis, son interlocuteur privilégié, ce sera Donald Trump. Et c'est évident que Trump a cette influence, puisqu'il a réussi à convaincre Zelensky de ne pas attaquer le défilé du jour de la victoire à Moscou. Et Vladimir Poutine lui en a donné le crédit. And Vladimir Putin gave him credit for that. So I think that the Russians will continue. Je pense que les Russes vont continuer à entretenir leurs relations avec l'administration Trump. Ils vont essayer d'utiliser l'influence de Trump en Europe auprès de leurs alliés pour qu'ils cessent ces provocations. Et il est probable qu'ils puissent aider Vladimir Poutine à mener la guerre en Ukraine vers une issue victorieuse, c'est-à-dire une défaite totale du régime de Kiev. Et si cela se produit avant 2029, avant que les Européens ne soient prêts pour la guerre, alors, à mon avis, la partie est terminée. Parce que s'ils parviennent à greffer leur nouvelle guerre sur celle de l'Ukraine, le conflit peut continuer. Mais s'ils doivent repartir de zéro avec une guerre entièrement nouvelle, ce serait bien plus difficile. C'est pour cette raison que les Européens sont absolument désespérés à l'idée de maintenir l'Ukraine en guerre jusqu'en 2030. Mais je pense que si une relation positive entre la Russie et les États-Unis est développée et préservée, alors la Russie sortira gagnante. Toutes ces provocations devront être payées d'une manière ou d'une autre. En clair, les Russes diront « D'accord, une partie de cet armistice
ce seront des réparations. Okay, part of this armistice is going to be reparations. So all these attacks. Donc, toutes ces attaques que vous avez financées, que vous avez orchestrées, que vous avez facilitées, vous allez devoir nous rembourser. Et vous savez, le fait qu'elles soient vraiment très graves, c'est que là, ce qu'on vient d'apprendre de Russie, c'est qu'ils poursuivent les Belges, je crois que c'est Euroclear, pour 200 milliards de dollars. Pas les 200 milliards de leurs fonds qui sont gelés là-bas, non, 200 milliards supplémentaires en dommages et intérêts. Et les Russes vont aller jusqu'au bout. Vous voulez acheter du gaz? D'abord, il faut nous payer des réparations. Vous voulez acheter du pétrole? Réparation d'abord. Et donc, je pense que ça, c'est ce qui arrive. C'est incroyable de voir ce qu'est devenu l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN, c'est fini. Vous savez, on parle de l'OTAN, on regarde la situation et personne n'entend parler de Mark Rutte. Je me souviens, pendant 4 ans, je parlais sans arrêt de l'ancien secrétaire général de l'OTAN. J'ai oublié son nom, mais tout tournait autour de l'OTAN. Et maintenant, plus personne n'entend rien venant de l'OTAN. Ah, vous parlez de Stoltenberg. Oui, Stoltenberg, oui. Stoltenberg, oui. Encore un génie. Je veux dire, il a dû aller à la même école que Kaja Kallas. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Profitez bien de la conversation et à la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci.